dans les deux facettes de l'école, il va y avoir l'apprentissage et l'enseignement. Ici, on s'intéresse à l'enseignement, c'est-à-dire l'activité enseignante. Qu'est-ce que l'enseignant peut ou va mettre en place dans sa classe pour que les élèves puissent apprendre. Et donc là, il faut voir tout ce qui correspond à l'apprentissage. À fil et à mesure de mes pratiques et de ce que j'ai vu à la fois dans ma classe et dans la classe des enseignants, on peut distinguer 6 types de modalités de classe. Donc on trouve les cours, les exercices, la mémorisation, automatisation, l'autonomie, les tâches complexes et l'évaluation. Alors je vais commencer par ceux que vous voyez a priori le mieux, c'est-à-dire le cours et les exercices. Et on va voir comment en fait ce qu'on fait n'est souvent pas très optimal et comment est-ce qu'en prenant le modèle de l'apprentissage en sciences cognitives que je vous propose, on peut voir comment rendre le cours et les exercices plus efficaces. Commençons par le cours. On a vu pour l'apprentissage de l'élève, il y a 3 étapes. Prise de connaissance, structuration, codage et mémorisation. Donc le cours, c'est le moment où l'enseignant fait son cours. Ça, pour la partie enseignant, c'est bon. Mais la question, c'est à quelle étape doit être l'élève en face pour que ça se passe bien. Et bien, en fait, soit il est en prise de contact, prise de connaissance, soit il est en structuration codage. Mais ce qui est important, c'est que tous les élèves soient à la même étape. Donc, soit ils sont tous en prise de connaissance, soit ils sont tous en structuration codage. Le problème de structuration codage, c'est que pour y être à cette étape, il faut avoir pris connaissance. Donc, ça veut dire que c'est les élèves qui ont déjà vu le cours une première fois. Et donc ça, c'est l'idée de la classe inversée, c'est de dire on fait la prise de connaissance en dehors de la classe, ce qui fait que quand on arrive, le cours est forcément en structuration codage. D'expérience, ça marche pas forcément très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des élèves qui, en fait, n'ont pas fait cette structuration codage. De plus, il se trouve que la structuration codage, il y a quand même quelque chose de très individuel, puisque le but, c'est de lier le cours à ce qu'on a déjà dans notre cerveau, et ce que les élèves ont déjà dans leur cerveau, ça dépend des élèves. Donc c'est pour ça que moi, ce que je conseille sur le cours, c'est de vraiment faire la prise de connaissance. C'est-à-dire le moment où on expose des grands principes, où on fait de la structure, etc. Notez, on l'avait dit, c'est pas forcément très, très linéaire. Ça peut arriver après la structuration codage, puisqu'on fait un peu du back and forth, de l'aller-retour. Ça peut arriver après. Donc l'idée, c'est que il y a des élèves qui n'ont pas besoin de cette prise de connaissance. Et du coup, la solution, c'est de soit le rendre facultatif, ce cours, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà vu, qui se sentent prise de connaissance, ils n'y viennent pas. C'est ce que moi je fais au lycée, par exemple. Tous les cours commencent par, voilà, si vous voulez venir, ne pas venir. Ou alors, si vous êtes plutôt sur les petites classes, de faire une évaluation diagnostique en début de cours. Vous donnez de quoi le cours va, vous posez une question sur le cours. Ceux qui savent répondre à la question de cours, hop, vous les envoyez en travail autonome. On va voir le travail autonome après, pour garder la partie de classe à qui ça intéresse. Voilà, si ça vous semble trop compliqué, vous voulez faire tout le monde en cours, vous pouvez, mais sachez qu'il y a beaucoup plus efficace. Et en revanche, ce qui est très très important, c'est que cette partie cours, ça doit vraiment être une portion congrue. Parce que au début, toutes les phases de l'apprentissage, la prise de connaissance, c'est tout petit. Donc le cours, en gros, c'est 10% à 20%. Mais pas plus. Et voilà. Mais pas plus. Moi, au lycée, personnellement, j'ai 1 heure sur 6, donc je vous laisse faire le calcul, mais je suis en dessous des 20%. Sachant que je suis sur une matière avec beaucoup de connaissances où en fait il y a énormément de travail personnel qui est demandé aux élèves. Donc en fait, vu qu'on leur demande à peu près 4 heures de travail par semaine, que moi je les ai 6 heures en classe, on est à 10% du temps de travail. Donc si vos élèves ne travaillent pas à la maison, il faut plutôt être à 10% plutôt qu'à 20%. Et si vous dites « Ah mais je peux pas, j'ai pas le temps de finir le programme », c'est que le programme est trop lourd et puis on verra ensemble comment travailler sur ça. Mais l'idée, là, on part du cerveau des élèves. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas faire rentrer plus que... Voilà, l'élève, il a besoin de 10 fois plus de temps que ce que vous me donnez en classe pour le faire rentrer en mémoire. Passons maintenant aux exercices. Alors, le problème des exercices, vous avez vu, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Modelage, pratique accompagnée, pratique délibérée. Et souvent, c'est un peu tout mélangé, ce qui fait que les élèves ne savent pas où ils en sont, etc. Là, je parle d'une séance d'exercice, c'est vraiment un exercice corrigé, c'est-à-dire le prof corrige un exercice au tableau et donc il montre un modèle. Et donc on voit que comme il montre un modèle, en fait, il s'agit de l'étape de modelage. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une partie du temps de classe où on modèle les élèves, on leur montre comment faire un exercice en expliquant à voix haute comment un élève qui connaît parfaitement son cours mais qui n'a pas d'intuition peut faire pour réussir. Et donc là, ça prend encore 10 à 20% du temps. Alors bien évidemment, ça dépend si vous êtes une matière où il y a beaucoup de savoir-faire, ça dépend de la discipline, etc. Moi en terminale, en physique, pareil, c'est 1 heure sur 6.
Et en première, je suis plutôt à 1h/8. Voilà. Et donc là, la même façon que le cours gagnait à être fait de façon facultative, bah, le modelage gagne aussi à être facultatif parce qu'il y a des élèves qui veulent déjà travailler sur la pratique délibérée, ben, pourquoi les abandonner? Enfin, ils peuvent. Le modelage, c'est vraiment pour les élèves qui ont du mal à comprendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder les élèves qui ont du mal. Et donc, l'idée, c'est de faire exactement la même chose que pour le cours, c'est-à-dire soit on le rend facultatif, soit on fait une évaluation diagnostique sur les petits pour, voilà, donc ça va être poser une question de cours. Voilà, si vous êtes en primaire, par exemple, vous voulez travailler sur les fractions, vous dites qu'est-ce qui est plus grand entre 5 tiers et 6 huitièmes, et vous regardez ce que répondent les élèves, vous en faites 2-3 histoire qu'ils ne répondent pas au hasard, et ceux qui ont réussi à répondre, hop, ils peuvent partir, et vous gardez que ceux qui ne répondent pas. L'avantage, c'est que du coup, vous allez plutôt garder la fin de classe, ça va permettre d'adapter vraiment votre discours à ceux qui en ont besoin. Les autres n'ont pas besoin, et donc ils seront en autonomie. À noter que ces deux modalités, en fait, cours, exercice corrigé, sont beaucoup d'interactions entre l'enseignant et l'élève. Donc là, on est plutôt dans une logique de modalité où le travail est individuel. Donc il ne va pas trop y avoir de travail de groupe. En tout cas, il n'y a pas besoin de l'instrumenter. Si les élèves ont besoin de discuter du cours entre eux parce qu'ils ne comprennent pas, bien sûr, vous les laissez faire. Mais il n'y a pas besoin de créer des cours. Voilà, c'est plutôt quelque chose d'individuel. Et puis bon, on peut avoir l'étayage dont on a besoin, soit le prof, soit... L'idée, c'est comme d'avoir peu d'élèves avec soi. Donc plutôt que de poser une question au voisin, on peut la poser au prof, etc. Et donc là, on est sur des modalités de travail individuelles. Et on arrive à mémorisation, automatisation. Donc ça, c'est plutôt des modalités qu'on a l'habitude de voir en primaire ou dans les matières à forte automatisation, comme par exemple les mathématiques au collège. C'est-à-dire qu'on sait que c'est parce qu'on donne quelque chose que les élèves vont le savoir. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'il faut en classe pour que ça rentre en mémoire. Donc ça peut être par exemple, dans les cogniclasses, par exemple, ça va être les petites interrogations de début. Ou voilà, souvent c'est pas forcément, enfin dans les cogniclasses c'est plus formel, mais par exemple quand on demande aux élèves qu'est-ce qu'on a vu la fois d'avant, c'est la mémorisation automatisation, mais elle n'est pas formelle, elle n'est pas structurée, ce qui fait qu'en fait elle perd en efficacité. Si on la structure, si on l'automatise, vous allez voir qu'on va beaucoup gagner en efficacité. Donc là j'écris pas à quoi ça correspond en apprentissage chez les élèves parce que c'est écrit là, c'est l'automatisation, la mémorisation. Donc l'idée c'est de faire travailler les élèves sur des notions qu'on a déjà vues et en cours et en exercice corrigé, pour qu'ils progressent sur, vous vous rappelez, le chemin d'apprentissage qu'on leur a donné. Donc là, suivant votre matière, suivant votre niveau, on peut avoir de 0 à 20%. 0, c'est vraiment au lycée. Moi, je sais que je n'en fais pas. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est à eux de le refaire sur le temps personnel, etc. ou sur le temps d'autonomie dont on va parler après. Mais c'est important qu'ils aient les outils. Donc moi, au lycée, c'est vraiment des QCM et des flashcards pour qu'ils puissent travailler... puissent travailler, qu'ils aient des exercices corrigés sur lesquels on va travailler. Vous vous rappelez toujours les mêmes exercices pour que ce soit vraiment automatisé. Et on peut aussi faire des jeux, puisque c'est le moment où les jeux vont bien rentrer, puisque le but c'est de revoir des choses qu'on a déjà vues. Donc c'est vraiment le moment où les jeux ont vraiment leur importance dans l'enseignement. À noter que là, les modalités, souvent, on a plutôt tendance, c'est plutôt utile de le faire en groupe. On peut faire du groupe hétérogène à cet endroit-là, puisque le but, c'est que du coup, si c'est trop loin en mémoire pour un élève, par exemple un élève avec peu de mémoire de travail et peu de chunks à mémoire à long terme, va avoir tendance à oublier plus vite, du coup, quelqu'un qui s'en rappelle va pouvoir l'aider. Donc là, on va trouver par exemple primaire tout ce qui va être atelier Kagan, on va trouver les îlots bonifiés, toutes ces choses structurées où on va avoir des activités courtes et souvent minutées. Comme le but, c'est que de mettre en mémoire de travail différentes choses pour faire la mémorisation espacée, diversifiée, etc. L'idée de faire des activités courtes, ça permet de changer régulièrement ce qu'est la mémoire de travail pour que ce soit plus efficace. Et donc de chronométrer, ça force à passer à autre chose. Et donc là, il y a plein de petites activités de classe, voilà, les idées bonifiées, les jeux Kagan, je vous ai donné des exemples qui permettent de mettre ça en place en classe. Et on arrive sur l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une modalité d'enseignement qui est très très peu vue en classe, qui va être vue dans des types pédagogie un petit peu nouvelles, type Freinet, Montessori. Montessori, il y a beaucoup d'autonomie, mais dès qu'on est sur une forme scolaire plus classique avec des enseignements simultanés, on le voit disparaître. Et c'est dommage. Moi, je conseille de faire entre 10 et 20% d'autonomie
parce que c'est le moment où on va pouvoir voir les élèves dans leur écosystème naturel, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils travaillent pour de vrai et voir, notamment, si on leur demande de faire du travail personnel à la maison, ça va nous permettre de voir comment ils font leur travail personnel, de voir comment ils s'en sortent, ce qu'il faut mettre pour qu'ils y arrivent, etc. Donc c'est vraiment cette phase-là d'autonomie, elle est très importante pour avoir une connaissance fine des élèves. C'est pour ça qu'il en faut quand même au minimum 10-20%, parce que si on ne le met pas en classe, on ne peut pas connaître nos élèves. Donc j'en parle de cette phase d'autonomie, mais donc l'idée, là, c'est de mettre, pareil, des ressources disponibles. Alors, vous pouvez prendre les mêmes que pour la mémorisation, automatisation. Donc, il y a des ressources, ça peut être des jeux, des QCM, des flashcards, des ressources. Et il y a une seule consigne. La seule consigne à donner aux élèves, c'est travailler. Donc, contrairement à l'automatisation, là, vous voyez, c'est les mêmes outils. Il y a des ressources et des outils. Mais dans mémorisation, automatisation, il y a des règles, c'est cadré, c'est minuté, on sait quel est notre rôle. Là, en autonomie, c'est faites ce que vous voulez. Il y a une seule consigne, c'est travailler. Si vous avez peur que votre classe ne travaille pas ou que vous avez besoin de les motiver, etc., on peut rajouter une deuxième consigne qui est, à la fin, on se montre ce qu'on a fait. Donc voilà, par exemple, là, pendant la demi-heure qui reste, vous pouvez travailler, faites ce que vous voulez. 3 minutes avant la sonnerie, on regardera ensemble les choses que les gens ont fait et on montrera les plus belles choses qui ont été faites. Parce que du coup, on va jouer sur le levier de motivation, de valorisation par la communauté, puisqu'on va voir ce qu'on a fait. Donc ça, on est vraiment sur une modalité qui est vraiment propre aux pédagogies dites nouvelles qui commencent à être très vieilles, mais qui sont vraiment importantes pour pouvoir construire ce style d'itération. Je connais mes élèves, donc je peux faire des outils. Et après, je regarde comment ils s'en emparent, etc., etc. Donc l'idée, c'est de donner les outils. Là, on leur donne les règles du jeu, ils sont obligés de les respecter. Là, il n'y a plus de règles du jeu. Ils font absolument ce qu'ils veulent, etc. Donc je sais que c'est une partie un peu difficile à mettre en place. On va voir ensemble comment la mettre en place et comment faire pour que ça se passe bien en classe. Mais c'est très important que ce soit un temps ritualisé et qui soit dans la classe, puisque c'est vraiment le moment où on va pouvoir connaître nos élèves. Et donc là, les modalités de groupe sur l'autonomie, ça va être du travail en groupe, mais c'est du travail en groupe ce que j'appelle fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe. Les élèves travaillent comme ils veulent. Donc, s'ils veulent travailler tout seuls, ils peuvent. Donc, si vous pouvez organiser un espace dans votre salle de classe où c'est l'endroit où on travaille tout seul, vous pouvez peut-être prévoir des casques, des choses comme ça. Et après, il y a d'autres endroits pour ceux qui veulent travailler. Et on laisse les groupes se faire de façon fluide, etc., etc. Ce qu'on peut aider aussi pour justement aider le travail de groupe, c'est des ressources disponibles et aussi des objets communs. C'est-à-dire des choses sur lesquelles les élèves vont pouvoir travailler ensemble. Typiquement, mettre des îlots. Voilà, juste mettre les tables ensemble et vous allez voir, ceux qui veulent travailler ensemble, ils vont s'installer autour des tables. Ça peut être mettre des tableaux au mur. Du coup, comme les élèves vont pouvoir parler ensemble, et ils vont se mettre autour des tableaux et du coup, ils vont pouvoir parler avec les tableaux. Il est censé quand même avoir un peu de mouvement dans ces phases d'autonomie puisque les élèves vont pouvoir justement être dans cette logique de on est fluide. Vous pouvez aussi donner des ardoises, des choses comme ça, les faire écrire sur les paillasses, c'est au labo. Donc l'idée, c'est d'utiliser, réfléchir à comment utiliser l'espace et les objets qui nous sont donnés pour apprendre ensemble. Les tâches complexes maintenant. Alors, les tâches complexes, ça doit aussi, comme c'est vraiment le moment où on va travailler l'adaptation des savoir-faire au contexte, c'est important qu'elles prennent de la place. Alors, suivant votre discipline, le niveau des élèves, etc., ça peut être plus ou moins de place. Mais c'est elles qui ont la plus grande partie du temps en classe, donc entre 20 et 50%. Moi, en terminale, en spécialité, je suis à 33%. Mais par exemple, je sais que je suis des enseignants de technologie qui font un cycle robotique et ils sont à 50%. Peut-être qu'au primaire, sur certaines choses, il y a beaucoup d'automatisation à faire, on peut tomber plutôt à 20%. Mais au primaire, tout ce qui va être projet, tout ce qui va être, on va mettre en action les savoirs et savoir-faire, les mettre en action, les mettre en lien avec le contexte, tout de suite, ça rentre en tâches complexes. Donc en fait, il peut y en avoir plein. Donc c'est vraiment ça, c'est la mise en action des savoirs et des savoir-faire. C'est important que ce soit des tâches ouvertes, sinon pour que la différenciation puisse se faire. Comme c'est une tâche ouverte, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans la tâche, sans plancher, et elle n'est jamais finie, sans plafond, les élèves vont pouvoir eux-mêmes se mettre dans la tâche au niveau qui leur correspond à eux. Et donc la différenciation va se faire de façon très très fluide, très très souple, parce que il ne faut pas comprendre la consigne puis répondre, mais c'est très très large, etc. Si vous n'arrivez pas à trouver comment construire des tâches complexes au début, juste donnez un document et dites-leur, voilà, faites ce que vous voulez.
plus la consigne est large, plus on s'assure qu'ils sont au niveau de niveau cognitif qui leur correspond. Et donc là, c'est important que le travail se fasse en groupe, puisqu'on va chercher le conflit socio-cognitif, puisque c'est vraiment le moment où voilà, on fait le lien entre savoir et savoir-faire et le contexte. Donc on a besoin que les élèves parlent entre eux, changent leur représentation sur ce qu'ils ont, etc. Donc c'est important que ce soit en groupe. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Autant la mémorisation, l'automatisation, c'était en groupe parce que ça permet que tout le monde soit dedans, ça va gérer l'activité, mais on pourra l'imaginer tout seul. Autant là, c'est juste pas possible tout seul. Par contre, ce qui est important, c'est que ces groupes soient homogènes, c'est-à-dire que les élèves soient regroupés par profil d'apprentissage. Tous les rapides ensemble, tous les lents ensemble, tous les leaders ensemble, tous les suiveurs ensemble. Pourquoi ? Parce que comme les élèves vont se mettre dans la tâche au niveau qui correspond à ce qu'ils peuvent apprendre, il faut que dans le groupe, tout le monde se mette à un endroit qui soit à peu près le même. Sinon, on se retrouve avec le bon qui fait l'exercice pour les autres, et en fait, il n'y en a qu'un seul qui apprend, c'est le bon. Du coup, je sais que c'est quelque chose qui est très très peu mis en classe, les groupes homogènes en classe. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, en gros, deux groupes de très bons élèves qui vont partir devant, et en gros, deux groupes d'élèves, voilà, vous avez tous les suiveurs lents ensemble. Bon, ces groupes-là, ils n'avancent pas beaucoup. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez passer beaucoup de temps avec ces groupes en difficulté. Et les groupes qui partent devant, vous allez passer un peu de temps avec eux parce que ils partent devant, ils vont débroussailler, vous allez vous rendre compte qu'il manque des choses, etc. Vous allez les aider, leur donner des ressources. Mais une fois qu'il y a une autre équipe qui arrive au même niveau, vous allez les renvoyer vers les équipes de début. Et donc, il va y avoir énormément d'aide entre équipes. D'accord, les équipes sont homogènes, ce qui permet de faire du tutorat, le mentorat qu'on fait d'habitude à l'intérieur des équipes. Et là, on va le faire à l'extérieur des équipes, etc. Et les deux équipes qui n'avancent pas, vous allez pouvoir vraiment les coacher de près, aider les élèves qui en ont besoin pour pouvoir démarrer, etc. Sachant que souvent, ces élèves, il y a aussi l'automatisation à construire, et donc ça permet de se rappeler de leurs cours, etc. etc. À noter que ces groupes-là, groupes hétérogènes et groupes homogènes, ça fonctionne mieux, surtout ceux-là, s'ils sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas, ou en tout cas pas souvent, d'accord, 2-3 fois dans l'année maximum. Parce que on a besoin d'apprendre à travailler ensemble. Et si moi, je vous change vos collègues tous les 2 mois, vous n'allez pas pouvoir faire un projet de classe. C'est pareil pour vos élèves. Donc, c'est important que ces groupes ne changent pas. D'accord ? Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui aiment bien changer à toutes les séances pour apprendre à travailler avec plusieurs personnes. Mais quand on y réfléchit un peu, on voit que ça n'a pas de sens. Parce que si, imaginez, moi, je vous change de collègues toutes les semaines, vous allez apprendre à travailler avec personne. Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler avec les gens sur une durée courte. On a besoin d'apprendre à travailler avec eux sur une durée longue. Donc, c'est très important que ces groupes soient fixes et qu'ils changent très peu. La dernière modalité, c'est l'évaluation. Attention, l'évaluation ici n'a pas pour but de contrôler, elle a 2 buts. Elle a le but, c'est de faire de la mémorisation, puisque comme l'élève va être seul par rapport à sa copie et essayer d'aller chercher en mémoire à long terme les choses qu'il faut faire pour faire l'évaluation, c'est vraiment le moment idéal où en fait les choses vont s'ancrer en mémoire à long terme. Donc c'est vraiment important pour faire de la mémorisation. Et ça va servir aussi à motiver les élèves parce que l'évaluation, c'est ce qui va rendre visibles les progrès. C'est ça qui motive, c'est qu'on est beaucoup plus motivé quand on voit que les choses avancent. Et donc, en évaluation, ça va permettre de voir que les choses avancent. Et c'est ça qui va motiver les élèves. Donc, vous voyez que le but de l'évaluation, c'est pas tout être dans le contrôle ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment à la fois d'aider les élèves à mémoriser et de rendre visibles les progrès. Donc, ce que je vous conseille très fortement, c'est d'en être en évaluation positive. C'est-à-dire que l'élève passe un exercice ou une question de cours et soit il réussit, auquel cas c'est bon, soit il ne réussit pas, auquel cas c'est pas grave, il refera. Donc, on peut avoir de la pédagogie, donc de l'évaluation aussi différenciée. Tout le monde ne va pas être interrogé sur la même chose puisque ça va dépendre de où ils en sont dans leur apprentissage. Par définition, tous les élèves sont à des moments différents dans l'apprentissage. Donc, il faut différencier l'évaluation. Et en plus, ce que je vous conseille, c'est que l'évaluation soit déjà connue à l'avance. C'est-à-dire que les élèves aient déjà le sujet du contrôle avant l'évaluation. Parce que ça va permettre beaucoup mieux de travailler et la mémorisation et la motivation. Donc vraiment un contexte connu. Ce qui fait que dans cette évaluation-là, on va pouvoir valider à la fois les savoirs et les savoir-faire, mais c'est tout. Puisque les compétences, ça a besoin d'un nouveau contexte. Et donc, qui dit nouveau contexte, dit travail en groupe. Donc, les compétences vont être validées sur les tâches complexes et les savoirs et les savoir-faire vont être validés sur l'évaluation.
Donc moi, ce que je fais, qui marche bien en tout cas avec mes lycéens, mais je sais que ça marche bien aussi avec des collégiens, c'est que ces exercices corrigés qui sont là, qu'on travaille, qu'on travaille à la fois en mémorisation, automatisation, mais aussi en autonomie, et ben c'est ceux-là qui tombent au contrôle. Du coup, les élèves ont une banque d'exercices et ils savent que c'est un exercice de cette banque qui va tomber. Ils ont l'exercice, ils ont la correction. Ça permet vraiment de travailler toujours le même, ce qui permet de travailler la mémorisation et l'automatisation. Et ce qui est important, c'est que le temps d'évaluation, ce soit 10% du temps et ce soit quelque chose qui revienne régulièrement pour justement avoir ce côté positif. Tu ne réussis pas cette fois-ci, c'est pas grave, tu referas la semaine d'après. Si ça n'arrive qu'une fois à la fin, bah, si c'est raté, c'est raté. Et donc, on ne peut pas faire de l'évaluation positive. Donc, c'est important que ça revienne régulièrement, etc. Donc, moi, typiquement, en terminale, j'ai une interrogation par semaine qui a lieu le jeudi de 10 à 11. Donc, les élèves composent pendant 20 minutes et ensuite, ils partent en autonomie. Et moi, du coup, pendant ce temps-là, je peux corriger puisqu'ils sont en autonomie. Et à la fin de l'heure, je rends leur copie, ce qui fait qu'ils ont un feedback rapide et que moi, je n'ai pas de copie à la maison. Tout le monde est content. Donc, voilà les différentes modalités d'enseignement. Donc, les 6 modalités d'enseignement: cours, exercices corrigés, mémorisation, automatisation, autonomie, tâches complexes, évaluation. On va voir que dans des séances de cours, des exercices corrigés, on peut avoir une partie des élèves qui sont aussi en autonomie et que après une évaluation, on peut faire un temps d'autonomie pour avoir le temps de corriger les copies. Donc, l'idée, c'est de cibler en fonction de votre contexte, en fonction de votre discipline, en fonction de vos élèves sur l'année, quel pourcentage vous voulez mettre et de vous y tenir plus ou moins parce que ça permet de créer des rituels. Les élèves savent ce qu'ils ont à quel moment, du coup d'avoir toujours le même pourcentage, ça permet à la fois d'être sûr de terminer le programme, de créer des rituels et du coup ça permet vraiment de créer une dynamique de classe beaucoup plus positive que quand ça change tout le temps. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des exemples, des tranches de pourcentage, mais la première chose à faire c'est de décider qu'est-ce que vous voulez vous comme pourcentage et bien sûr d'affiner au fur et à mesure que vous mettez ce fonctionnement en place.